Mesdames et messieurs, j'entame mon règne avec la volonté de me mettre... Soyons pas naïfs, rien n'est gratuit. C'est la crise pour tout le monde. Un chiffre d'affaires d'1 milliard. Il y a une urgence économique. 1400 emplois supprimés. Et maintenant, dans les 60 plus grosses sociétés, le traitement miracle n'existe pas. C'est potentiellement cancérigène. Il y a des centaines de produits chimiques. C'est une sorte de pression inacceptable sur le commandant de bord. Tromperie sur l'étiquette. Viande de bœuf. Savez-vous vraiment ce que vous mangez? Je ne veux plus, dans notre pays, je ne vous cache pas un réel malaise. Aujourd'hui, Question à la Une vous emmène dans les coulisses des hôpitaux, enquête sur le business illégal de certains médecins et sur les liaisons parfois dangereuses entre sexualité et médecine. Le constat est édifiant mais bien réel. En Belgique, plus le patient est aisé financièrement, mieux il sera traité. C'est interdit. On ne peut pas soigner de manière différente. C'est un principe qu'on ne peut pas accepter. Et pourtant, nous avons pu trouver de nombreux exemples d'honoraires totalement exagérés que les malades n'osent pas refuser. À ces moments-là, on ne pense pas, on ne réfléchit pas à l'argent, on se dit voilà, je veux les meilleurs soins. Question à la Une a enquêté dans les hôpitaux, chez les médecins en Wallonie et à Bruxelles et va vous montrer qu'on se dirige bel et bien vers une médecine à deux vitesses. Alors, moi, je ne sais pas travailler pour rien. Si j'ai une chambre à deux lits, il faut aller dans un CRS ou aller vous faire rentrer par un assistant à l'AREAS ou n'importe. Ça marchait comment cette arnaque à la radiologie? Mais il y avait des instructions comme quoi il fallait faire tourner les machines, elles devaient être rentables. Les médecins sont-ils devenus des requins? Ce sera notre première question ce soir. Deuxième question, sexualité, la médecine peut-elle tout régler? J'ai des patients qui me demandent une verge comme ça. Il faut éjaculer en 25 minutes parce que c'est comme ça. Il faut bander pendant 2 heures. Aujourd'hui, pour doper sa sexualité, il existe tous les traitements possibles et imaginables. Médicaments et chirurgie intime sont là pour vous aider à supprimer toute défaillance. Mais attention aux charlatans qui, eux aussi, ont envahi le marché de la médecine sexuelle. Dans la maison médicale Le Noyer à Scarbeck, les rapports d'argent n'existent pas entre malades et personnel soignant. Ici, l'INAMI verse un forfait par patient pour prendre en charge les soins prestés par les généralistes, les kinés et les infirmiers. Si nous avons choisi de vous montrer le fonctionnement de cette maison médicale, c'est pour mieux dénoncer les dysfonctionnements de certains hôpitaux. En effet, de nombreux médecins y exercent une pression financière aberrante sur leurs patients. Double tarif pour être soigné plus rapidement, refus d'opérer en chambre double car ça rapporte moins, ou encore corruption de patients, ce ne sont là que quelques exemples que vous allez découvrir dans l'enquête explosive de Frédéric de Borsu et de Chloé Tidgat. Et vous allez comprendre qu'en Belgique, il vaut souvent mieux être riche pour être soigné correctement. Les cliniques de l'Europe à Uccle, un des plus beaux établissements hospitaliers de Belgique. Ici, tout a été fait pour que le patient oublie qu'il est malade. Bonjour, voilà, nous arrivons dans l'espace des chambres privées plus. L'ensemble s'apparente à un véritable palace. Le couloir ressemble plus à un couloir d'hôtel qu'à un couloir d'hôpital et c'est ce que la direction avait souhaité. Une aile entière de l'hôpital est ainsi classée hyper grand luxe. Ici, on rentre dans la chambre Botticelli. Le patient a une salle de bain avec une baignoire. Il y a le matériel que l'on peut trouver dans une chambre d'hôtel. De l'autre côté, le salon ou bien la partie pour l'accompagnant ou pour les visites. En fait, il y a des flûtes de champagne et puis il y a des verres à vin. Et au niveau de la pièce d'eau, de ce côté-ci, c'est une douche. Regardez. Voilà. Si vous regardez le plafond, vous allez voir une reproduction donc du peintre Botticelli et chaque chambre est faite de la même façon avec une reproduction d'un peintre différent. Alors ici, comme vous voyez, les chambres bénéficient d'une terrasse. Quand il a fait beau, notamment les derniers temps, il y a des personnes qui ont vraiment, le temps de leur hospitalisation, bronzé. Quoiqu'étant à l'hôpital, il y a un patient qui était ici, 10 jours après, il était vraiment tout bronzé. Ses familles se demandaient, ou ses amis lui demandaient s'il était parti en vacances. L'hôpital au soleil, le rêve. Et pourtant, tout n'est pas joli et rose dans le monde médical en Belgique. L'argent est parfois le moteur qui anime le docteur. Il y a, parmi les médecins, des gens qu'on pourrait qualifier de malades du fric.
Il y a toujours le business. Vous allez, comme ce soir, vous n'allez pas nous attendre à voir les prix de McDonald's. C'est pour voir si on est bien payé ou pas payé les chirurgiens, si on fait du business. Les hôpitaux pensent parfois un peu trop rentabilité. Mais pour être opéré par vous, on doit faire la chambre individuelle en fait alors. C'est ce que je préfère, c'est ce que je demande. C'est une faute déontologique. Je le rappelle régulièrement. J'ai presque eu peur quand il m'a dit bon, vous signez ces papiers maintenant, oui ou non, je n'ai pas que ça à faire. C'est inacceptable, je l'ai déjà dit. Le prix des assurances hospitalisation augmente sans cesse. Si je devais conseiller, je conseillerais de prendre la meilleure assurance pour que je puisse demander le plus d'honoraires possible. Mais est-ce toujours l'hôpital le plus cher qui est le meilleur? Le principe de rémunérer, le fait de dire vous allez avoir le meilleur, c'est quelque chose de fondamentalement abject. On va devoir être riche pour se soigner. Je commence à me poser la question. Quoi qu'il en soit, des projets gigantesques sont en train de sortir de terre. Des hôpitaux futuristes à Liège, Charleroi, Bruxelles. Il y a 4 puits de lumière de cette dimension. On a un bâtiment de 100 000 m² construit. Le monde médical draine de plus en plus d'argent et certains médecins veulent en profiter. Ils sont déviants. Ils sont déviants. Ils ont un problème. Ils ont un problème. Osons donc cette question. Les médecins sont-ils devenus des requins? Cap sur Liège. C'est là que nous débutons notre enquête. Nous allons à la rencontre d'Olivia et de sa fille Clémence. La petite Clémence souffre d'un problème de marche très gênant à l'âge de 18 mois. Sa maman, très inquiète, souhaite prendre rendez-vous dans un grand hôpital public de la région liégeoise par Internet. Elle reçoit alors une réponse par email. J'ai relu le mail plusieurs fois parce que, voilà, je me dis c'est pas possible, j'ai pas bien compris. Car la réponse par mail est effectivement incroyable. Si vous voulez un rendez-vous rapide, quasi tout de suite, vous devez payer un double tarif et vous êtes prioritaire. Si vous voulez payer le tarif normal inami, vous ferez la queue et rendez-vous dans 8 mois. Un tarif double pour dépasser tout le monde, c'est un hôpital public bien de chez nous qui a mis au point cette pratique étonnante. Pour moi, il est hors de question d'adhérer à ce genre de principe parce que alors ça veut dire que les délais vont se rallonger encore pour les gens qui n'ont pas d'argent puisque si tout le monde paye le double tarif, alors les délais vont encore se rallonger pour ceux qui sont vraiment en difficulté. Et pourtant, ce grand hôpital affiche clairement ses valeurs sur son site internet. Je me suis permise d'aller voir sur le site de la Citadelle un petit peu, c'est un service public, donc je me demandais comment il se positionnait. Donc un hôpital public n'est pas une entreprise comme les autres. Au CHR, l'accès à tous aux soins de santé est un droit et l'égalité de traitement un devoir. L'hôpital n'opère pas de distinction sur la base des revenus. Avec le tarif simple et 8 mois d'attente, la petite Clémence aurait pu rester handicapée pour longtemps. De qui se moque-t-on dans cet hôpital? Des patients, visiblement. René a vécu la même mésaventure dans le même hôpital. Un service public, on vous le rappelle. Payer 2 fois plus cher pour obtenir un rendez-vous bien plus vite. Moi, je ne m'y attendais vraiment pas. J'ai déjà eu affaire à d'autres spécialistes et jamais on m'a proposé une médecine, je vais dire, à 2 vitesses et à double tarif. Vous avez accepté le tarif double? Oui, j'ai accepté le tarif double, étant donné que j'ai énormément de douleurs. Et j'ai été reçu comme un autre patient, parce qu'il y avait d'autres patients après moi. Je ne sais pas s'ils payaient le tarif double ou pas. Mais bon, j'ai attendu près de plus d'1 heure. Je veux dire, même en ayant un tarif double, on ne passe pas à l'heure. On doit vraiment s'insurger contre ce genre de modèle. Parce que toutes les dérives y vont. Et on en voit... Révoltés par ce double tarif, les mutualités. Demain, si vous avez les moyens, je vous soigne par ailleurs tel ou tel kyste. Si vous ne les avez pas, vous devrez attendre 6 mois. Comment est-ce qu'on peut arriver à un moment donné, dire ça à une personne, lui faire comprendre que c'est logique? C'est donc le très renommé hôpital de la Citadelle à Liège qui pratique le double tarif pour passer plus vite. Le directeur médical est obligé de reconnaître l'existence de cette médecine à 2 vitesses. C'est quand même favoriser les gens qui ont de l'argent. Nous sommes dans une société où malheureusement, je pense que l'hôpital n'échappe pas à cette règle. Nous sommes dans une société qui favorise l'argent. Et nous sommes même dans une entreprise publique sujets aux mêmes défis que ceux rencontrés dans notre environnement. Le directeur n'est pas favorable à ce système de double tarification, mais il n'a pas le choix, dit-il, pour conserver les médecins les plus pointus dans son hôpital. C'est une forme de reconnaissance pour le médecin. Hein. À côté de ça, il y a une pénurie qui leur profite. Tout ce qui est rare est cher.
qui favorise des demandes d'une partie de la patientèle qui a de l'argent et qui voudrait bien passer plus vite s'ils peuvent acheter d'une certaine façon le médecin. Voilà, c'est que maintenant, en Belgique, on va devoir être riche pour se soigner. Je commence à me poser la question. Autre particularité belge qui favorise largement les personnes aisées financièrement, les suppléments d'honoraires demandés par les médecins en chambre individuelle. En Belgique, les hôpitaux proposent une tarification très spéciale, unique en Europe. Les patients payent effectivement plus cher le médecin, parfois 4 fois plus cher, s'ils choisissent d'aller en chambre individuelle à l'hôpital. C'est ce qu'on appelle les suppléments d'honoraires. Et la note peut être très salée. Voyez cette facture provenant d'un grand hôpital francophone. On y découvre des suppléments pour des analyses, des suppléments pour des médicaments, des suppléments pour l'anesthésie, des suppléments pour les visites de médecins en chambre individuelle, des suppléments pour tout. Total final, 29 000 €. Et l'on parle bien d'une facture d'hôpital pour un séjour d'1 mois. Les chambres individuelles se payent très cher. Et certains médecins ont bien compris que les patients en chambre particulière pouvaient leur rapporter gros, contrairement à ceux en chambre double, où ils ne peuvent facturer que le prix normal, inami. Alors pour s'enrichir, des praticiens obligent carrément leurs patients à séjourner dans ces chambres individuelles, en leur mettant une pression invraisemblable. Caroline a été confrontée à un chirurgien sans pitié. Il me dit que si je veux en tout cas être opérée par lui-même, obligatoirement, toutes mes patientes le savent, j'oblige les gens à prendre une chambre particulière parce que c'est x 300. Je dis fois combien? Donc x 300. La facture de Caroline passe ainsi de 1 000 € à 4 000 à cause de l'exigence du médecin qui impose la chambre particulière. C'était le seul médecin pratiquant ce genre d'opération dans cet hôpital. Donc vous n'aviez pas le choix en fait? Je n'avais pas d'autre choix, sauf, comme je vous dis, cette envie qui m'a prise de dire remets tout dans ta valise et barre-toi, quoi. Mais je n'ai pas osé. J'ai presque eu peur quand il m'a dit bon, vous signez ces papiers maintenant, oui ou non, je n'ai pas que ça à faire. Oui. Et j'ai même plus lu, là, j'ai signé. C'est carrément menaçant, limite menaçant? Pas limite, c'est menaçant. Un témoignage édifiant. Nous nous rendons maintenant chez Marie-Claire, en région bruxelloise. Elle devait se faire opérer de la cataracte en ce début janvier 2016. Elle se rend chez un ophtalmologue réputé. Moi, personnellement, j'avais peur. Et au fond, il m'a mis tout à fait en confiance. L'opération est prévue début janvier. Marie-Claire est enchantée. Il me remet les papiers, donc le papier de la mutuelle, enfin bon, tout. Et puis, il me glisse un papier en me disant, voilà le règlement de la clinique. Un règlement bien étrange. Les suppléments d'honoraires en chambre particulière contribuent à atteindre un niveau d'excellence dans la prestation des soins. C'est pourquoi il vous est demandé une hospitalisation en chambre individuelle. Vous avez le droit de refuser. Dans ce cas, merci d'exprimer votre choix avant la date de l'intervention. Je décide de refuser et je préviens son secrétariat que je ne prends pas de chambre particulière. Et le lendemain, je reçois un courrier. Et là, je tombe des nues. Mais alors, c'est pire parce que je trouve ça franchement... Moi, ça m'a révolté sur le moment même. Le secrétariat m'a transmis votre souhait de ne pas être opéré en chambre particulière. En accord avec votre choix, je vous confirme l'annulation de 2 interventions prévues. Donc il annule l'opération? Purement et simplement. J'ai été vraiment sciée. Donc, soi-disant, vous aviez le choix, mais en fait, vous n'aviez pas le choix. Je n'ai aucun choix du tout. Pour moi, il a décidé que je prenais une chambre particulière. Et si je ne la prends pas, lui, il n'opère pas. Du côté des mutualités, on est consterné. C'est interdit. On ne peut pas soigner de manière différente un patient qu'il ait opté pour la chambre à 2 lits ou la chambre à 1 lit. Nous nous rendons alors chez Joséphine, qui a vécu un scénario similaire avec un neurochirurgien de haut niveau. Vous allez consulter et il vous demande de prendre une chambre particulière? Oui, il dit que sans ça, lui, ne sait pas vivre. Joséphine refuse. Résultat, elle ne l'a jamais revu. Ah non, il avait un assistant. L'assistant pour les chambres doubles. Le médecin star pour les chambres individuelles. Bernadette a connu ça avec une cancérologue de renom. En pleine détresse, craignant souffrir d'un cancer du sein,
La docteure l'oblige aussi à prendre une chambre particulière. À ces moments-là, on ne pense pas, on ne réfléchit pas à l'argent, on se dit voilà, je veux les meilleurs soins et s'il y a un cancer, je veux m'en sortir le mieux possible. Ouais. Mais il est clair que par rapport à ça, moi, la prochaine fois, on ne m'aura pas deux fois, quoi. Le médecin de Yves a été encore plus loin. Il a imposé à son patient de prendre une chambre particulière, mais pour l'amadouer, il lui a carrément proposé un dessous de table, en contournant la loi sur les assurances hospitalisation. Avec quelle assurance vous êtes? Je suis chez Etias. Je les connais bien, je suis aussi chez Etias. Donc ce qu'ils vont faire, c'est ils vont vous demander une franchise. Et moi, la franchise, je vous la rembourse de la main à la main à la prochaine consultation. Quoi, il vous dit ça? Il me dit, je vous rembourse la franchise de la main à la main à la prochaine consultation. De la corruption de patients pour favoriser une chambre seule et gagner plus. On aura tout vu. L'honoraire du médecin de Yves passe effectivement de 900 € à 2700 en chambre particulière, 3 fois plus. C'est un principe qu'on ne peut pas accepter. C'est comme ça qu'on va dans des excès et dans des trous de la sécurité sociale et des choses comme ça. C'est les assurances aussi, les primes d'assurance, elles augmentent pour ça aussi après. Dans ce grand hôpital liégeois, la direction en a assez des médecins devenus des requins. Il y a, parmi les médecins, des gens qu'on pourrait qualifier de malades du fric. Ils existent, mais ils sont déviants et ils sont très peu nombreux par rapport à leur profession. Et c'est très clair que ceux-là, ils sont régulièrement recadrés. Ils sont déviants. Ils sont déviants. Ils ont un problème. Ils ont un problème. Une déclaration choc que nous voulons vérifier. Les médecins sont-ils assez déviants pour refuser de soigner des patients quand ils résident en chambre double? Nous allons nous rendre en caméra cachée dans 3 cabinets de médecins très réputés en Wallonie et à Bruxelles. Au passage, nous voulons également vérifier s'ils ne poussent pas à la consommation en exagérant la gravité du mal. Nous emmenons avec nous un patient qui souffre d'une légère cataracte, vraiment peu importante. Rendez-vous est pris chez un premier ophtalmologue, dont le diagnostic est bien plus dramatique que prévu. J'ai des soupçons de cataracte. Comme j'ai 74 ans, donc vous l'avez vu, si vous avez compté. Vous avez encore 4 sur 10 à droite et 1 sur 10 à gauche. À ce moment-là, c'est pas un jeu aussi. Et donc, c'est votre cristallin qui commence à vous jouer des tours. Et donc je suis bien atteint, si j'ose dire. Vous avez constaté vous-même la vision que vous avez. Oui, j'ai constaté, mais enfin je ne m'attendais pas à ça, je suis un peu... Ce premier médecin a-t-il exagéré le diagnostic pour presser le patient à se faire opérer, pour gagner de l'argent? Cela paraît incroyable en Belgique, mais vérifions tout de même le diagnostic avec un deuxième ophtalmologue. Il n'y a rien de bien spectaculaire. Alors, effectivement, il y a une cataracte, mais elle est quand même légère. C'est pas une cataracte énorme. C'est pas énorme. Énorme, puisque avec mes lunettes et vos lunettes, vous voyez encore 10 sur 10. Ce second diagnostic est complètement différent du premier. Visiblement, l'ophtalmologue numéro 1 pousse à la consommation. Il veut d'ailleurs conclure l'opération tout de suite. Si vous êtes décidé, je vais faire les yeux directement. Mais attendez, vous me prenez quand même un petit peu à froid. Je m'attendais bien, il faut que j'en parle. Non, c'est parce que vous me dites. Non, le patient n'a rien dit du tout. Il a juste demandé un avis. Mais le médecin est pressé de conclure. Il faut dire que le prix, ce n'est pas donné. Comptez quand même que ça vous coûtera, si vous n'avez pas d'assurance complémentaire, aux environs de 800-900 €. 800-900 €. À ce moment-là, vous êtes à un montant de 800 €, plus ou moins par œil. En proposant 800 € par œil, les deux médecins se moquent du patient. 800 €, c'est le prix, mais en chambre particulière. À aucun moment, les spécialistes n'évoquent la possibilité de prendre une chambre double, qui serait quasi gratuite. Et si on prend, sans vouloir être embêtant, si on prend chambre à 2 lits, c'est pas moins cher en fait? Oui, c'est moins cher, mais alors ça ne sera pas par mois. Pas par mois. Le premier médecin refuse d'opérer si on demande une chambre double bien moins rémunératrice. Et le deuxième ophtalmo met aussi la pression. Mais pour être opéré par vous, on doit faire la chambre individuelle en fait alors? C'est ce que je préfère, c'est ce que je demande. La chambre à 2 lits, on ne peut pas demander, disons, d'honoraires normaux. Oui. Alors, moi, je ne sais pas travailler pour rien. Si vous voulez une chambre à 2 lits, il faut aller dans un URS ou aller vous faire opérer par un assistant à l'OREAS ou n'importe. Ouais, on gagne si peu que ça, quand c'est un 2 lits, on gagne plus rien. Enfin, ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Il ne gagne rien, pas tout à fait. Un ophtalmo de son niveau fait 12 opérations de la cataracte en une matinée. Avec des patients en chambre double uniquement, il gagnera 1500 € tout de même en 5 heures.
Avec des chambres particulières, c'est évidemment le double, 3 000 € en quelques heures. Voilà pourquoi il refuse d'intervenir si on ne prend pas une chambre particulière. Mais si c'est pas par vous, c'est par un moins bon que vous. C'est quand vous allez dans un restaurant. Si vous allez comme chez soi, vous n'allez pas demander, vous attendre à voir les prix de McDonald's. Vous en avez toujours pour... À peu près pour ses sous. Hein. Voilà, si vous prenez un avocat, stagiaire, si vous prenez un ténor du barreau pour défendre, ne vous attendez pas à avoir un Prodeo. Hein. Eh bien, et si vous achetez une voiture, vous achetez une Mercedes, si vous achetez une Citroën, c'est pas la même chose non plus. Hein. Le comble, c'est que les médecins imposent une chambre individuelle, alors que pour la cataracte, le patient n'utilise même pas le lit. Non, vous restez dans une chambre en ambulatoire. Oui, mais enfin, on ne se bouge pas, quoi. Non, exactement. D'accord, donc on n'utilise pas le lit, on reste assis dans un fauteuil. Voilà. Mais c'est vrai que ça nous empeste un peu le métier. Parce qu'à la fin, on a l'air d'un vendeur de tapis, en fait. Vendeur de tapis. Le mot est bien choisi. Allons quelque part en Wallonie chez une gynécologue renommée. Cette spécialiste fait carrément de la pub pour les assurances hospitalisation qui lui permettront de toucher le plus d'argent. Pour la chambre, il faut prendre une assurance. Ça marche comment en fait? Qu'est-ce que vous conseillez? Si je devais conseiller, je conseillerais de prendre la meilleure assurance pour que je puisse demander le plus d'honoraires possible. Nous lui demandons alors un avis sur les assurances qu'elle recommande vraiment. Vous conseillez de prendre quoi justement? Je n'ai pas le droit de faire ça, mais je le fais quand même. Si vous regardez, la meilleure assurance, c'est la mutualité neutre qui couvre 300% des honoraires supplémentaires. C'est-à-dire quand vous allez en chambre seule, le médecin demande un supplément d'honoraires qui est au moins de 200%. Et alors, c'est vrai qu'on avait l'habitude de demander 275%, donc il fallait être couvert de plus. Ce que ne fait pas Solidaris, ce que ne fait pas Chrétien et ce que ne fait pas la Libre. Hein. Et donc celle-là, elle le fait pour un prix par an. On a fait une moyenne. Hein. Donc on a pris des patients de 20 à 49 ans. Vous payez 180 € par an et vous avez la meilleure couverture. Les médecins se transforment ainsi en rois du marketing. Les suppléments d'honoraires explosent en Belgique. Conséquence, les primes payées par les patients pour les assurances hospitalisation atteignent des sommets. Tout cela inquiète la mutualité chrétienne. Ce jour-là, la plus grosse mutualité du pays organise même une conférence de presse pour dénoncer ces suppléments d'honoraires trop présents. Des suppléments qui enrichissent les médecins, évidemment. Les médecins belges sont vraiment très bien payés? Dans une comparaison internationale, les médecins belges sont plutôt, oui, dans le sommet. Les médecins spécialistes sont bien payés. Voire très bien. On pourrait dire qu'ils sont dans une fourchette supérieure et on ne peut pas vraiment dire est-ce que les suppléments d'honoraires sont indispensables pour arriver à un honoraire décent. Selon une étude officielle de 2012, les médecins gagnent en Wallonie 228 000 € pour un néphrologue, soit environ 10 000 € net par mois. Un cardiologue empoche, lui, 173 000 € par an, soit environ 8 000 € net par mois. Une étude effectuée par le Centre fédéral des soins de santé. Et en fin de carrière, ils gagnent tous encore un peu plus. Philippe Gadisseux est médecin spécialiste à l'hôpital de Moucron. Il ose nous dévoiler son salaire face caméra. Je gagne combien? De l'ordre de grandeur d'un Premier ministre. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Sinon, que c'est 60 heures semaine, c'est des heures de nuit de travail occasionnellement, et c'est un départ de carrière relativement tardif vu la longueur de la formation. Philippe Gadisseux gagne donc 12 500 € net par mois. C'est correct. Et à Bruxelles, il gagnerait encore mieux sa vie. Pourtant, les jeunes médecins jurent qu'ils ne travaillent pas pour l'argent. Comme ici, à Liège. C'est pour voir si on est bien payé ou pas payé les chirurgiens si on fait du business. Vous ne connaissez pas tous les tarifs par cœur? Non. Vous vous dites pas avant une opération, ça va me rapporter autant? Non. Non? Non. Avant l'interview, notre chirurgienne se renseigne donc un petit peu sur les prix. Est-ce que tous les chirurgiens sont riches? Je ne crois pas. Ils gagnent bien leur vie? Je pense qu'on gagne bien sa vie à hauteur du risque et de la qualité de vie que l'on mène, oui. Est-ce que c'est difficile? C'est ça que vous voulez dire? Il y a beaucoup d'heures, beaucoup de gardes? Il y a des gardes et puis vous êtes toujours disponible pour vos patients. Je pense qu'un bon chirurgien doit toujours être disponible pour son patient. Donc c'est pas un jour où vous êtes de garde, c'est un jour où vous avez un repas de famille et il y a un de vos patients qui a un problème et doit retourner au bloc opératoire. Ça me paraît logique qu'il ait affaire à son chirurgien et pas au chirurgien qui est de garde. Donc
ça vous amène à être disponible presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ici, au centre hospitalier chrétien à Liège, on tient à l'œil ces médecins requins, avides d'argent, qui refusent d'opérer les patients en chambre double, pas assez rémunératrices, et qui envoient leur assistant ou un médecin stagiaire à leur place. Un médecin qui refuse de traiter un patient parce qu'il n'aura pas une chambre particulière, vous en pensez quoi? C'est une faute déontologique. Je le rappelle régulièrement, quand c'est nécessaire. Il y a des médecins chez vous qui le font? Mais qui tendent à infléchir parfois vers la chambre seule et qui se font rappeler à l'ordre, oui. Bruxelles, le site de Delta, à la sortie de l'autoroute de Namur. Ici, le groupe hospitalier Edith Cavell Chirec construit ce qui sera bientôt un des plus beaux hôpitaux de Belgique. 28 salles d'opération, une piscine de revalidation, des dimensions hors normes. Il y a 4 puits de lumière de cette dimension, 25 mètres de diamètre. Un hôtel de 120 chambres sera intégré au site et même une galerie commerçante. Galerie commerçante, mais orientation patient, pour que le patient puisse trouver un peu tout ce dont il a besoin. Coût de l'ensemble, 340 millions d'euros, plus l'hôtel. Si l'hôpital peut se permettre cette construction gigantesque, c'est parce qu'il a fait des bénéfices ces dernières années. Depuis 2002, chaque année, on met en réserve une partie de ce que nous gagnons pour pouvoir investir dans ce nouveau bâtiment. Du bénéfice. Mais comment? Simple. Les médecins sont obligés de remettre à l'hôpital 25% des suppléments d'honoraires qu'ils réclament aux patients pour soutenir l'institution. Rien qu'avec les suppléments demandés en chambre individuelle, le Chirec Edith Cavell a engrangé 40 millions en 12 ans. Alors vous comprenez pourquoi l'hôpital essaie d'attirer un maximum de patients en chambre privée. Et vous comprendrez aussi pourquoi ces patients qui rapportent le plus, eh bien ils sont, chouchoutés. Ce qu'il y a en plus dans une chambre particulière, c'est un service. Et le service, c'est que le patient, il demande son médecin, il l'a tout de suite. Ce n'est pas un assistant qui vient le voir, c'est son médecin qui l'a demandé. Le patient a le numéro de GSM de son médecin. À l'accouchement, le gynécologue lui-même, le spécialiste qui a 20 ans de carrière derrière lui, il va venir accoucher à 3 h du matin, 4 h du matin. C'est pas un assistant. On n'a pas d'assistant ici qui prennent en charge les femmes qui doivent accoucher. Alors qu'en chambre double, on ne reçoit pas le GSM du médecin. On peut tomber sur un assistant. On ne peut pas rappeler son médecin personnel la nuit. La chambre particulière est donc chaudement recommandée, d'autant qu'elle rapporte 3 à 4 fois plus à l'hôpital et aux médecins, évidemment. Ces suppléments très importants provenant des chambres individuelles ont permis à l'institution de construire son hôpital futuriste. Sinon, eh bien, ce n'était pas possible. Ces patients apportent aussi de l'argent dans l'institution, ce qui nous permet d'investir, ce qui permet de fournir le même matériel pour des patients qui sont en chambre 2 et 4 lits et des patients qui sont en chambre particulière. Cet argent, finalement, sert aussi aux chambres doubles? Ah, bien sûr, évidemment. C'est le même scanner, c'est la même résonance, c'est le même robot. Voilà, donc ils ont accès aux mêmes technologies, aux mêmes robots. C'est la personnalisation et la disponibilité du médecin qui fait la différence. Voilà, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un peu de la médecine Robin des Bois, mais quelque part, la qualité est la même pour tout le monde. Mais est-ce bien normal de favoriser les soins en chambre particulière en donnant la possibilité d'appeler son médecin jour et nuit? Du côté de la mutualité chrétienne, on n'est pas d'accord avec ces procédés. Parce que tous les hôpitaux sont largement financés par les pouvoirs publics. Il faut donc une parfaite égalité de traitement entre les patients, quelle que soit la chambre choisie. On nous dit non, 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 les traitements seront identiques en chambre 1 lit, en chambre 2 lits. Et puis en une fois, on constate qu'en chambre 1 lit, le médecin est plus accessible. Ça, c'est véritablement ce que nous voulons éviter demain en Belgique. C'est qu'on aille vers un système à 2 vitesses. Et pour rappel, la construction d'un hôpital a été prise en charge par la collectivité. Et donc, on peut raisonnablement se poser la question, est-ce qu'il est normal qu'un bâtiment, un hôpital, son équipement médical, financé par la collectivité, puisse être utilisé à des fins, osons le dire, parfois un peu commerciales? Ce n'était pas l'objet premier de l'investissement public dans les hôpitaux en Belgique. Jean Hermès a même fait réaliser un classement des hôpitaux les plus gourmands chez nous. Résultat, l'hôpital qui demande le plus de suppléments en Belgique, c'est le Chirec, l'institution qui construit son tout nouveau bâtiment futuriste à l'entrée de Bruxelles. Et l'hôpital qui engrange le plus d'honoraires supplémentaires en Wallonie, c'est le centre hospitalier chrétien à Liège. Et tiens, lui aussi bâtit en ce moment un tout nouvel édifice. Qui dit beaucoup de suppléments, dit donc nouveau bâtiment.
À l'entrée de Liège, à proximité de l'autoroute de Bruxelles, le centre hospitalier chrétien a lancé un chantier titanesque. Son tout nouvel hôpital est en train de sortir de terre. Le complexe coûtera aussi cher que celui du Chirec à Bruxelles, 350 millions d'euros. Combien de mètres carrés? Alors d'abord, on a un bâtiment de 100 000 mètres carrés construit. Les travaux sont colossaux. Pour la petite histoire, l'hôpital doit aller jusqu'à transférer les crapauds, espèces protégées, qui étaient présents sur le site. Un fameux budget rien que pour cette opération de transfert inédite. On construit un parc à crapauds de l'autre côté de l'autoroute. Oui, en effet. Ça vous coûte combien ce parc à crapauds? Alors ce parc à crapauds représente un budget de 800 000 euros. L'hôpital a également construit une nouvelle sortie d'autoroute et il bâtira un nouveau pont, en grande partie à ses frais, pour faciliter la venue des patients dans son établissement. D'où cette toilette provisoire sur la berme centrale. J'ai testé, un peu bruyant, mais finalement confortable. Pour bâtir l'ensemble, les aides publiques atteignent 80%. C'est beaucoup, mais les suppléments d'honoraires restent essentiels pour financer les 20% à charge du CHC. Notre hôpital, c'est vraiment un pari qu'on prend sur l'avenir. Vous prenez des risques? Oui, on prend des risques, absolument. Vous pourriez tomber en faillite? On pourrait, puisqu'il n'y a personne derrière nous pour éponger nos dettes. Et donc oui, on pourrait, si on gère mal, à un moment donné, après plusieurs années de pertes, on pourrait y avoir une cessation d'activité. D'ailleurs, ça s'est déjà vu. À Charleroi, dans les années 80, il y a eu la faillite d'un hôpital. Tout ça pour dire que l'hôpital de Liège ou le Chirec à Bruxelles réinvestissent tous leurs bénéfices. Ils nous l'assurent. Ils ne font pas de business. Et les suppléments d'honoraires sont bien nécessaires, nous dit-on, pour finaliser un projet aussi prestigieux que celui-ci. Pourtant, il existe des hôpitaux très beaux, eux aussi, et qui facturent beaucoup moins de suppléments. Cap sur Moucron. Ici, les suppléments d'honoraires sont limités. À Moucron, on demande en moyenne 2 à 3 fois moins de suppléments d'honoraires qu'à Liège ou au Chirec, à Bruxelles. 3 fois moins cher donc. Et pourtant, la clinique, ce n'est pas vraiment l'hôpital des miracles. Ici, tout est joli, tout est nouveau. D'ailleurs, je peux vous le dire, je tenterai bien l'opération, moi. Alors, est-ce qu'on peut survivre sans supplément d'honoraires? Opération contrôle. Voilà, on va monter la table sur le pied, ça peut secouer un petit peu, vous inquiétez pas. Mais comment arrive-t-on à un tel niveau de qualité avec très peu de suppléments d'honoraires? Premier indice, le bâtiment a été construit de manière économique. Au départ, c'est un bâtiment construit comme pour l'industrie lourde, effectivement, avec une ossature style cage à poules et dans lequel on a aménagé tous les locaux nécessaires pour exploiter un hôpital. Donc la structure n'a pas coûté très cher? La structure n'a pas coûté très cher, elle peut être montée très rapidement, ce qui diminue aussi le prix. Et puis le chauffage ne coûte quasi rien ici avec la cogénération. Résultat, on est l'hôpital qui consomme le moins d'énergie en Belgique sur base de l'étude de Belfius. Il y en a qui consomment beaucoup plus que vous? Il y en a qui peuvent consommer jusqu'au triple, voire 4 fois plus que nous. À Moucron, le parking est gratuit, le Wi-Fi est offert, les chambres disposent de 2 frigos. Bon, le champagne, c'est en supplément, faut quand même pas exagérer, mais tout va bien ici au niveau financier. Vous êtes dans le vert, ça veut dire que votre hôpital est en bénéfice? Notre hôpital est en bénéfice aujourd'hui, notre hôpital est en bénéfice, oui. Est-ce que vous êtes mieux géré que les autres hôpitaux? Ça, je ne peux pas comparer. Vous le pensez un petit peu? On pense un petit peu. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'avec la façon dont on est géré et avec l'activité qu'on a, tout en respectant toutes les règles nécessaires au fonctionnement d'un hôpital, on s'en sort. Et d'autres ne s'en sortent pas? Et d'autres ne s'en sortent pas. Mais l'autre secret de la bonne santé du centre hospitalier de Moucron, c'est la fusion. Il y a 20 ans, l'hôpital privé de Moucron a fusionné avec l'hôpital public. Une décision avant-gardiste que peu de villes ont osé prendre du côté francophone. Ici, fini la concurrence, fini les chamailleries entre hôpitaux chrétiens et non chrétiens et laïcs. Place à une gestion ensemble. Si on n'avait pas fusionné les 2 hôpitaux il y a 20 ans, on n'aurait jamais eu ce type de service. Vous auriez 2 hôpitaux moyens qui ne pourraient pas se permettre ça? Absolument. Ça, c'est une certitude. Madame Junius? Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Contre-exemple, prenez la Louvière. Face à face, 2 hôpitaux hyper concurrents. Le chrétien, d'un côté, Joliment, et celui des mutualités socialistes. Tivoli. 500 mètres d'écart entre les 2 colosses. Ils sont hyper concurrents et proposent de nombreux services identiques, comme 2 unités d'urgence par exemple. Cela coûte cher à la collectivité. Il est impératif de se réunir. Le processus a d'ailleurs un tout petit peu commencé.
À Waremme, 15 000 habitants, moitié moins qu'à Moucron. Et ici, encore et toujours, 2 hôpitaux. 800 mètres séparent les 2 cliniques du centre-ville, la chrétienne et un peu plus loin, la publique. Dans cette zone-là, on aurait pu rationaliser bien avant, effectivement. Une fusion aurait fait du bien, comme à Moucron, où il n'y a qu'un seul hôpital qui a fusionné il y a très longtemps. Oui, tout à fait. Et là, c'est historique, c'est parce que ce sont 2 hôpitaux d'obédience concurrente. Et donc, effectivement, chacun a voulu garder son territoire. Là, quelque part, effectivement, c'est pas de la rationalisation. Même la gestionnaire de l'hôpital chrétien de Waremme l'admet, ce n'est pas rationnel. Quant à l'hôpital public, il lui manque désormais quelques lettres de noblesse. Au Chirec, à Bruxelles, où l'immense chantier permettra justement de regrouper plusieurs hôpitaux sur un même site, on déplore cette concurrence laïque, catholique. En 90, on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire, c'est-à-dire les fusions. On ne les a pas réalisées. Donc il reste l'hôpital conventionnel, l'hôpital public, un peu concurrent, parfois dans les villes très moyennes. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un gaspillage? Ah oui, donc tout ça a conduit les hôpitaux en Belgique à avoir des petites tailles. Hein. On voit encore de nombreux hôpitaux de moins de 200 lits, voire moins de 300 lits. C'est intenable pour vous? Économiquement, oui. Trop de concurrence entre les hôpitaux, trop de services identiques. Conséquence, en 2014, 25% des établissements hospitaliers francophones étaient en déficit. Une situation très inquiétante. Alors pour éviter la faillite, certains hôpitaux ont un peu cédé à la tentation. Et la tentation, c'est pratiquer à l'excès les examens qui rapportent de l'argent, quitte à les faire pour rien. Encourager la radiologie par exemple, même quand ce n'est pas vraiment nécessaire pour le patient. Un petit scandale. Plus un médecin va produire d'actes, plus il va rapporter à son hôpital. Et à lui-même. Évidemment, c'est un rapport un tout petit peu malsain, on en conviendra, sur le principe de dire, plus tu produis des actes, plus tu vas me rapporter. Donc quelqu'un qui n'a besoin que de telle intervention, bah, tu lui fais, mais tu en rajoutes une petite couche, parce que ça me permettra moi de boucler mes budgets de fin d'année en positif. Faire plus d'actes que nécessaire. Voici le témoignage étonnant d'une infirmière active dans un service de radiologie. Par peur de représailles, c'est au téléphone, à distance, qu'elle se confie. Alors ça marchait comment, cette arnaque à la radiologie? Mais il y avait des instructions comme quoi il fallait faire tourner les machines, elles devaient être rentables. Et puis la crise des dents, ça s'est amplifié. Ben, comment peut-on faire des radios à l'infini? On va vous dire que dans la première, il y avait quelque chose qui n'était pas bien vu ou qui peut-être ne correspondait pas et on vous en refait une deuxième. On ne peut quand même pas faire 10 radios de la même partie du corps sur la même personne. L'INAMI fixe des quotas. Chaque fois, vous retirez un millimètre et c'était bon. Et là, ça passe pour une autre radio alors? Ça passe pour une autre radio, voilà. Donc le quota est déjoué en fait? Voilà, exactement. Et c'est l'INAMI qui paye. Donc vous et moi. Et vous ne pouvez rien dire? Non, ben non, ça ne se fait pas, non. C'est sûr que non. Un témoignage édifiant que confirme Lieven Hannemans. C'est l'économiste de la santé le plus réputé en Belgique. Il a récemment sorti une étude qui affirme que 30% des radios effectuées en Belgique ne servent à rien. Il y a un surplus de 30%. Donc 30% des demandes pour radiologie sont en effet inutiles, ne sont pas indiquées, ce qu'on appelle. C'est énorme. C'est énorme, c'est de nouveau des montants très importants qu'on pourrait économiser. Plus de consultations, plus d'examens, donc plus de radiographie, ça apporte de l'argent. Donc ça mène à la surconsommation. Et ce n'est pas seulement une mauvaise chose pour notre portefeuille, c'est aussi une très mauvaise chose pour la qualité des soins. Parce que plus de radiographie, plus de rayons X, et en fait ça a un effet cancérogène. Des cancers provoqués par l'excès de radiologie. On peut s'inquiéter. Même si la plupart des médecins sont sans doute attentifs à respecter la déontologie, la vigilance s'impose. Vigilance aussi pour les prix. Voilà bien un domaine où les hôpitaux ne sont pas clairs. En Wallonie et à Bruxelles, difficile voire impossible de savoir combien l'hospitalisation va coûter aux patients. Pas de devis disponible, en tout cas du côté francophone. La première chose, c'est de pouvoir disposer d'un devis. Dans n'importe quelle entreprise, aujourd'hui, avant de pouvoir faire appel à cette entreprise et réaliser des travaux, vous avez droit à un devis pour avoir une idée du coût que ça représente. Aujourd'hui, dans les institutions hospitalières, dont on sait les coûts très importants que ça peut générer pour les soins, on n'a pas cette possibilité-là. C'est parfaitement possible de faire un devis pour une hospitalisation. La preuve est là, les hôpitaux en Flandre, il y en a certains qui le font, qui ont sur leur site web un simulateur des frais d'hôpitaux. Donc,
parfaitement possible. Je ne comprends pas le raisonnement des hôpitaux en Wallonie. Exemple, voyez le site internet très complet de l'hôpital de Genk dans le Limbourg ou de celui de Turnhout. Pour toutes les pathologies, le simulateur vous propose un prix, les suppléments, la valeur estimée des médicaments, ce que vous paierez en fonction de votre assurance. C'est précis, mais impossible de trouver des informations de ce type du côté francophone. Au passage, voyez le prix d'un accouchement en chambre double, 158 € et en chambre particulière, 1050 €. 7 fois plus. Mais il y a pire encore en matière de tarifs. En Belgique, les hôpitaux sont obligés de mettre à la disposition du public la déclaration d'admission qui reprend les conditions générales de l'hôpital et les suppléments d'honoraires possibles. C'est obligatoire. C'est obligatoire. On en a travaillé pendant des années pour améliorer la déclaration d'admission. Alors oui, c'est bien dedans, ça doit être dedans. La loi est d'ailleurs bien claire. L'hôpital est tenu à l'égard de toute personne désireuse de s'informer au préalable de mettre à sa disposition un exemplaire de la déclaration d'admission comprenant les tarifs applicables par l'hôpital. Mais les hôpitaux respectent-ils tous la loi? Délivrent-ils bien la déclaration d'admission si on la réclame? C'est obligatoire. Rendons-nous au sein de grands hôpitaux francophones en caméra cachée. Je voulais voir si c'était possible d'avoir un formulaire d'admission vierge en fait, pour voir un peu les conditions générales. Formulaire d'admission vierge. Alors j'ai des conditions générales, mais il n'y a pas les tarifs dessus. Hein. Non? Et je peux pas avoir un formulaire d'admission vierge? Je vous écoute. Voilà, je voulais vous demander juste un formulaire d'admission et les tarifs de l'hôpital. Vous pouvez me donner ça? Des tarifs concernant quoi, monsieur, l'hospitalisation? Oui, c'est ça, tout à fait. Ça, je n'ai pas de document à vous donner à l'avance, en fait. Sur 8 hôpitaux que nous avons visités, 3 n'ont pas pu nous fournir la déclaration d'admission ad hoc, qui est pourtant légale. Près de la moitié des hôpitaux ont été pris en défaut, carrément hors la loi. Et pourtant, avant ce tournage, la ministre de Bloc était certaine que cette déclaration, on la recevrait partout. Et c'est toujours le cas? C'est toujours le cas. Donc si je vais dans un hôpital demander la déclaration d'admission, ils doivent me la donner avec le maximum. C'est obligatoire. Raté. Alors pour encourager les hôpitaux à être plus efficaces, plus transparents, ne faudrait-il pas organiser un classement des meilleures et des pires institutions, en les nommant clairement, afin que le patient sache si l'hôpital où il se rend est bon ou pas? En France, ce genre de classement existe, et le grand vainqueur, il est dans le Nord, là où il pleut parfois. C'est l'hôpital de Lille qui a été élu meilleur hôpital de France à tout niveau, un classement qui a boosté l'institution. C'est comme les meilleures écoles, c'est comme effectivement l'excellence, ça fait déplacer des foules. On a même des gens qui viennent de l'étranger pour se faire soigner ici, donc oui. La réputation a passé les frontières. Tout à fait. Si on pense que des professeurs de grand nom sont ici, on va bien sûr faire le déplacement. Retour en Belgique, où il fait beau et où un premier classement des hôpitaux vient d'être réalisé. Pas un classement global comme en France, non, mais un classement en fonction d'une pathologie, la prothèse de hanche. C'est une première. Les meilleurs et les pires hôpitaux en matière de prothèse de hanche viennent d'être dévoilés. Et surprise, les institutions les plus chères ne sont pas les meilleures. Il n'y a pas un lien direct avec la qualité. C'est pas parce qu'on demande, parfois c'est une politique de l'hôpital. Hein, on demande 300% ou 200% de supplément, c'est pas pour ça que c'est un meilleur service? Non, pas du tout. Ça c'est prouvé par vos chiffres? Ça c'est prouvé par nos chiffres. Plus embêtant, le classement montre que les meilleurs hôpitaux pour la hanche sont flamands et la plupart des moins bons sont francophones. Et pourtant les prix sont souvent plus élevés en Wallonie et à Bruxelles qu'en Flandre. La Wallonie, plus chère et pas nécessairement meilleure, le constat est implacable pour la prothèse de hanche. Mais justement, comment choisir le meilleur hôpital et le meilleur médecin, et tout ça pour un prix correct? Bienvenue à Zolder. Nous sommes chez Royal Doctors. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, on est curieux de voir comment ça marche, votre concept. Ah, je vous explique. Le créateur de Royal Doctors a mis au point un système d'abonnement. Vous payez 350 € par an et on vous conseille le meilleur médecin en fonction de votre maladie. J'en suis 100% sûr qu'on a sauvé beaucoup de vies. Parce que quand tu ne sais plus et tu restes à la maison et personne ne veut t'aider, le généraliste ne sait plus, c'est fini, hein? Royal Doctors dispose d'un catalogue de 500 médecins et 250 hôpitaux en Belgique, mais aussi à l'étranger si besoin. En fonction du problème,
le meilleur médecin est contacté en urgence par la société. On travaille avec Bordeaux, oui, on peut vous référer vers Dr Marquez, on travaille avec lui. Oui, ça pose pas de problème, il faut juste mettre votre dossier, on doit l'analyser et on peut vous mettre là-bas pour un rendez-vous entre 2 et 3 jours. Le principe de rémunérer le fait de dire vous allez avoir le meilleur, c'est quelque chose de fondamentalement abject. Parce que ça veut donc dire qu'il y a toute une partie de la population qui n'aura jamais accès à cette information-là et donc qui n'aura jamais accès à un certain type de soins hyper utiles pourtant pour aller mieux. Le cycliste Philippe Gilbert a fait appel au service de la société car son médecin personnel ne parvenait plus à guérir son genou. Gilbert a même remercié Royal Doctors sur Twitter. Il ne trouvait pas de solution, les médecins de l'équipe ne savaient plus et il a demandé à Royal Doctors pour l'aider et Royal Doctors a l'aidé. Payer 350 € par an pour être coaché et trouver le médecin miracle, c'est une tendance nouvelle. La médecine ressemble de plus en plus à du business et le tourisme médical en est une nouvelle preuve. Les agences qui emmènent les patients se faire soigner à l'étranger se multiplient et elles ne se gênent pas pour afficher les prix des interventions afin d'attirer le client, plutôt le patient. Prix sacrifié pour avoir de nouvelles dents, ou tarif d'amis pour se faire opérer de la myopie, ou ça, en Turquie. Voici Irène. Ce matin-là, elle s'envole de Bruxelles Nationale pour la Turquie. Cap sur Istanbul pour se faire opérer, bah oui, des yeux. Vous allez bien? Très bien. Vous avez fait bon voyage? Très bien. Oui, tout à fait. Irène est myope. En Belgique, elle aurait payé environ 3 000 € pour corriger sa vue. Ici, elle dépensera 1 300 €, 60% moins cher, avec un séjour VIP en prime. C'est chic? Oui. C'est chic, c'est très grand, c'est superbe. Superbe. Tout est inclus dans le prix, sauf le vol, 100 € environ à mettre en plus. Si tout se passe bien, l'affaire est correcte. Oh ben je ferai bien toute ma chirurgie complète. L'opération a lieu le lendemain de l'arrivée. Le souci, c'est que Irène n'a pas vu l'ophtalmologue turc avant le jour de l'intervention. Et il y a 5% de chances qu'elle soit inopérable, qu'elle soit venue pour rien en Turquie. Au passage, tout lui est traduit par une interprète, pas toujours évident. Vous êtes venu pour pouvoir vous libérer de vos lunettes? Oui. Evet. J'ai un stress d'être sur la table, de l'ouverture des yeux, mais j'ai confiance. Donc à partir de là, ça va le faire. Les tests se succèdent dans la matinée, apparemment sérieux, tout va très vite, et Irène est déclarée opérable en début d'après-midi. Bonne nouvelle. Le personnel est aux petits soins, comme issu d'un casting sur catalogue. La clinique d'Istanbul est une des plus grosses d'Europe en matière d'ophtalmologie. Les Turcs se sont spécialisés dans la chirurgie des yeux et ils accueillent désormais toute l'Europe et l'Asie pour corriger la myopie. La technologie est hyper moderne. L'opération débute. 20 minutes de laser et puis Irène, très myope, pourra sans doute jeter ses lunettes. J'ai vraiment pas eu de mal, pas du tout. Ça va, vous voyez bien maintenant? Oui, ça va. C'est légèrement trouble, mais je vois quand même mieux sans mes lunettes. Je vois déjà mieux que sans mes lunettes. En attendant qu'Irène se remette de ses émotions, Pierre Hollenbeek, propriétaire de la plus grosse agence de tourisme médical à Paris, nous emmène faire le tour de tout ce qui est possible de faire comme traitement pas cher et de haut niveau à Istanbul. Voici une clinique dentaire toute neuve. Ici, on place des implants et des couronnes à prix imbattable. Sur une prothèse, on va être environ 6 à 800 € une prothèse en France ou Belgique. Et on va être à 130, 150 € la prothèse ici. 4 fois moins cher. Exactement. À la clinique Hospitadent, championne des implants, on croise des patients belges et une responsable marketing originaire de la Louvière. Ici, on peut faire de la pub pour les hôpitaux, contrairement à la Belgique, et on ne se gêne pas. On a plus de publicité sur Internet, Facebook. Et aussi, donc on a des panneaux plus en Turquie, mais on va quand même avancer aussi en Europe. Istanbul est également devenu une référence pour les implants de cheveux, 3 fois moins chers qu'en Belgique. Les cliniques capillaires se multiplient en Turquie,
Pierre Hollenbeck a bien compris que le tourisme médical n'allait faire que croître et embellir à l'avenir. Vu le déremboursement graduel des soins, le tourisme médical va avoir tendance à, bien sûr, continuer à progresser. On va rembourser de moins en moins et donc les gens vont se déplacer? Demandez aux politiques, mais ça semble être le cas, non? Et Irène en est la preuve vivante. Elle repart d'Istanbul avec des yeux qui voient et qui verront encore mieux bientôt. Ça va, tout va bien, vous voyez? Ah oui, oui, oui. Oui, 10 oui, sur je vois 10. bien. Maintenant, s'il y a des complications, son chirurgien sera à 2500 km de chez elle. Un peu d'angoisse. En Belgique aussi, certains hôpitaux tentent d'attirer des patients étrangers pour ramener de l'argent dans les caisses. Un site internet a même été créé jadis, Healthcare Belgium. La clinique du Chirec est la plus active à ce niveau. Elle dispose de traducteurs capables de parler toutes les langues afin d'accueillir les patients venus du monde entier à Bruxelles. Russe ou arabe, ici, on parle votre langage. C'est des patients qui sont très exigeants, qui ont des demandes très spécifiques, et donc on s'adapte à leurs demandes. Ils veulent des traducteurs, ils veulent parfois une infirmière pour eux toute la journée, ils veulent des télévisions avec satellite. Donc c'est un service très important où on se coupe en quatre pour rendre service. Et effectivement, on a des honoraires à la hauteur du service qui est demandé. Des honoraires 6 ou 7 fois supérieurs aux tarifs de base sont effectivement facturés à ces patients étrangers. En janvier dernier, la direction bruxelloise du Chirec a été vanter les mérites de son hôpital lors d'une foire internationale à Dubaï. Attirer des patients riches qui viennent de loin, ça peut rapporter gros. Nous voici maintenant à Mortsel, dans la banlieue d'Anvers. Vous voyez Vanessa, patiente suisse, venue tout spécialement de Lausanne en Belgique. Elle a choisi l'hôpital anversois pour réaliser une augmentation mammaire. Bonjour madame, vous faites bon voyage aussi? Oui, oui, parfait. Bon. C'est une agence de tourisme médical suisse, Nova Corpus, qui a amené Vanessa en Belgique. Car l'opération est bien moins chère chez nous qu'en Suisse, avec un service immédiat, sans liste d'attente. En Suisse, l'opération, elle coûtait combien? 11 500 €, à peu près. Et en Belgique, ça vous coûte combien? 5 000 €. Le prix, une fois de plus, c'est la motivation première pour le patient. Et les agences l'ont bien compris. Vous pouvez publier les prix sur votre site? Voilà, on peut publier les prix et même c'est très demandé par nos patients parce que c'est vrai que ce qui fait venir les gens, c'est bien sûr le prix, à condition que la qualité soit au moins aussi bonne que ce qu'ils peuvent trouver en Suisse. Ici, pour l'augmentation mammaire, le chirurgien belge gagne 1 000 € par opération. Il peut en faire 3, même 4 en une matinée. 3 ou 4 000 € en quelques heures, l'affaire est bonne. Normalement, une augmentation mammaire, si ça va, c'est max 1 heure, donc facile. C'est bien? C'est fini, c'est fini. Ben, on va la transporter, l'extuber encore. Mais ça, c'est toujours ici en salle de réveil, en face. Le tourisme médical explose et permet aux patients de faire leur marché et de se faire soigner moins cher. Décidément, le monde hospitalier est en pleine mutation au niveau économique. Mais un problème important subsiste. Les hôpitaux reçoivent trop peu d'argent des pouvoirs publics. Ils ne sont pas assez soutenus financièrement par les autorités belges. Même la ministre le reconnaît et elle n'a pas de solution. C'est l'histoire qui a donné qu'il y a un sous-financement des hôpitaux et que chaque patient qui est traité, qui est vraiment aidé, il coûte à l'hôpital plus qu'on en gagne. Alors il faut faire de l'argent pour compenser les dotations publiques manquantes. Faire de l'argent parfois à tout prix, ce qui mène aux excès que nous avons pu constater. Pourtant, les hôpitaux doivent coûte que coûte éviter de devenir des boîtes à fric. Et les médecins doivent arrêter de penser à faire des affaires, sans quoi notre système de santé se retrouvera les 4 fers en l'air. Tout de suite après la pub, nous vous proposons une enquête qui risque de vous surprendre. Aujourd'hui, la médecine développe des solutions pour tout type de défaillances sexuelles, même les plus loufoques. Ne zappez pas. De nos jours, le culte de la performance a envahi tous les domaines de la société. Et la sexualité ne fait pas exception. Dès lors, vous êtes de plus en plus nombreux à avoir recours à la médecine ou à la chirurgie pour vous transformer en surhomme ou en femme fatale. Mais attention, les charlatans ont eux aussi envahi le monde de la médecine sexuelle. Voici l'enquête de Marie Bonhomé intitulée « Sexualité, la médecine peut-elle tout régler ?» Petit avertissement, certaines images peuvent choquer nos plus jeunes téléspectateurs.
Normalement, tu fais ce qu'on appelle un pré-trou. Alors, tu fais un petit trou. En petit comité, au sous-sol d'un laboratoire d'anatomie, quelques médecins s'affairent autour d'un mannequin en silicone. Voilà, et j'injecte là. L'autre comme ça. Mais là, vous risquez d'avoir un traumatisme. Il vaut mieux se mettre dans l'axe, comme ça, quand vous avez une bonne visibilité. Au fur et à mesure que tu injectes, puisque c'est une canule, tu remontes progressivement. Ici, des gynécologues et des chirurgiens esthétiques sont venus se former à une technique dernier cri, une petite piqûre magique qui permettrait aux femmes d'atteindre le 7e ciel. Donc on va injecter de chaque côté, ici et ici. D'accord ? Il semble qu'on ait des répercussions très positives sur la capacité à avoir un orgasme vaginal augmenté. Soit augmenté puisqu'il existait avant, soit même probablement créé. Et tout doucement, ça va te donner, si tu veux, ce film d'eau, cette masse d'eau qui en même temps... Injecter un produit anti-rides dans le vagin des femmes, il fallait y penser. Booster notre anatomie la plus intime et notamment un point G, dont l'existence même fait encore débat. Mais quelle mouche a donc piqué les médecins? Pourquoi ont-ils décidé de s'occuper de nos orgasmes? Aujourd'hui, il faut être performant partout. Au travail comme au lit, dans l'intimité, l'orgasme est devenu une obligation pour les femmes et les hommes doivent être inépuisables. C'est comme un combat. Voilà, pour beaucoup de personnes, c'est vu comme un combat qu'il faut absolument gagner. Moi, j'ai des patients qui me demandent une verge comme ça. Il faut éjaculer en 25 minutes parce que c'est comme ça. Il faut bander pendant 2 heures. Il faut toujours avoir envie. À en croire les magazines et les séries télé, il faut faire l'amour souvent, longtemps, puissamment. Et malheur à ceux qui n'y arrivent pas. J'avais cette sensation de ne pas être comme les autres, de ne pas faire comme les autres, de ne pas avoir d'orgasme. C'était ça mon problème. Alors, pour doper notre sexualité, la médecine n'hésite plus à entrer dans notre lit. Consultation chez le sexologue, médicaments et même chirurgie. Mais cette médicalisation peut aussi être néfaste et la moindre petite panne se transformer en maladie. Quelqu'un, par exemple, qui veut faire, je sais pas, qui veut jouer du piano, bon, et qui n'arrive pas à être Mozart, il se considère pas forcément comme malade. Voilà, il fait du piano. Enquête inhabituelle ce soir avec cette question, sexualité, la médecine peut-elle tout régler? Michael a 35 ans. Cet amateur de sport fréquente très régulièrement les salles de musculation. Mais depuis quelques années, il y a un endroit qu'il évite soigneusement, ce sont les vestiaires. Souvent, quand on fait la musculation, on prend souvent des douches communes. Et c'est sûr que bon, j'ai pu remarquer, en tout cas en tant qu'Africain, que oui, quand même, il fallait faire quelque chose quand même. En tout cas, la différence était assez impressionnante quand même. Oui, oui. Bon, bien sûr, je ne l'ai pas fait remarquer, mais c'est sûr que bizarrement, ça m'a fait un peu arrêter de prendre des douches communes quand même. Voilà. Michael souffre de ce qu'on appelle un syndrome du vestiaire, un complexe lié à la taille de son pénis. Pour lui, il s'agit avant tout d'un problème esthétique, mais ses compagnes se plaignent lors des rapports sexuels. C'est de façon implicite la junte féminine en fait qui le met. Alors ça peut être par des choses, tu es déjà fatigué, tu as du mal à tenir debout, tu voudrais t'asseoir un peu, tu peux aller un peu plus fort de ce côté-là, et surtout aller un peu plus fort lorsqu'on a l'impression de déjà être assez fort. Alors là, ah oui, là, ça peut vraiment vous faire fuir. Vexé par ces remarques, et après une rupture difficile, Michael décide de sauter le pas et de s'en remettre à la chirurgie. On va faire l'allongement et l'épaississement, d'accord ? Alors l'allongement, comme vous savez, ce que vous devez retenir et que vous connaissez déjà très bien, nous allons sectionner le ligament et qui va, en le sectionnant, il va détacher le pénis et on va le désenfouir. Vous aurez
entre 2 et 3 cm. C'est ce qu'on va s'efforcer de faire, bien sûr. Donc on va... Le docteur Abekassis est un chirurgien esthétique spécialiste des parties génitales. Il réalise près de 200 opérations du pénis par an. Chirurgicales ne sont pas anodines. D'accord. Alors, est-ce que j'aurai toujours la même consistance au niveau de la contraction du pénis? Alors, vous voulez dire au niveau de l'érection? Au niveau de la contraction, c'est-à-dire le toucher, on touche à la carrosserie, on ne touche pas au moteur. D'accord. Donc, ça ne changera rien pour vous. D'accord. Alors, les érections... Le prix de cette intervention, 5 500 €. C'est ça qui est le plus difficile. Si l'allongement ne joue que sur la taille du sexe au repos, le gain en épaisseur aura tout de même un impact sur les relations sexuelles. C'est ce que recherche Michael, qui veut impressionner ses partenaires. Comment je peux dire ça? De très important. C'est l'idée d'aller jusqu'au bout, sexuellement parlant, presque à l'épuisement, voilà, si je peux dire. Bon, sans conséquences négatives, hein, mais vraiment presque à l'épuisement. L'idée de voir notre compagne nous dire, bon, ben, il y en a assez, voilà. Et donc, à partir de là, c'est un peu comme ressortir de l'acte sexuel, je dirais, entre guillemets, victorieux, en fait. Michael est opéré sous anesthésie locale. L'intervention va durer 50 minutes. Le premier temps consiste à sectionner le ligament suspenseur du pénis. Avant, si vous voulez, la partie était accrochée ici, là, d'accord? On tire un petit peu, donc il est accroché ici, et on a décroché le pénis de toute cette portion qui fait là un peu plus de 3 cm. Puis, à l'aide d'une canule, le médecin prélève la graisse dans la cuisse de Michael. Ça va? Je sais. Une fois décantée et filtrée, cette graisse sera injectée dans la paroi de la verge. Là, je suis en train de greffer la graisse. Vous voyez peut-être ici, là, d'un côté, et puis ensuite de l'autre. Au niveau de l'épaisseur, je pense que par rapport aux images précédentes, vous voyez qu'il y a une belle différence. Je souhaite que ça se résorbe un peu quand même pour que ça se soit plus cylindrique et plus naturel. Je vais faire ici la petite locale. À la fin de l'opération, Michael a gagné 2 ou 3 cm en longueur et en épaisseur. Un gain considérable, alors que son pénis était déjà dans la norme. C'est ce que les patients nous disent. Ça n'est pas une chirurgie esthétique, c'est pas pour la beauté que je veux ça, c'est parce que je veux me sentir bien dans mon slip. Vous allez me réparer, la nature m'a joué un sale tour, etc., etc. Vous avez des tas de discours extrêmement intéressants, extrêmement touchants. Alors qu'ils ont un sexe tout à fait normal. Alors qu'ils ont un sexe tout à fait normal, mais ils aiment bien quand même quand c'est plus gros. Alors, c'est le sentiment de virilité. Il faut chercher très très loin dans les tréfonds de l'inconscient de l'homme. C'est un sentiment de masculinité, donc de domination. Un pénis plus... Et ça n'a pas été toujours comme ça. Un pénis plus important, plus grand. Je suis plus macho, enfin, je suis plus homme, je suis plus masculin. Je suis un patron. C'est qui le patron? C'est moi le patron! C'est moi! Et pour permettre à ses patients d'être des patrons virils, le chirurgien est donc prêt à allonger des sexes tout à fait dans la moyenne. Mais est-ce bien le rôle des médecins de nous permettre de réaliser des prouesses au lit? Et que les corps caverneux sont attachés à cet os pubien. Le docteur Galliano est urologue. Il pratique aussi ce type d'intervention, mais il met en garde contre les abus. Plus petite, mais qui provoque une érection de qualité. La plupart des gens qui viennent me voir se sont comparés essentiellement à des acteurs porno sur Internet. Donc c'est compliqué pour eux de se dire, oui, mais en fait, est-ce que j'ai une verge normale ou pas? Mais quand on leur explique que les statistiques, la moyenne nationale, c'est 13 cm, que quand on est à 15 cm, on fait déjà partie des 25% d'hommes qui ont une verge la plus grande, et quand on dépasse les 17-18 cm, on fait partie des 10% d'hommes qui ont une verge la plus grande possible. Quand on leur dit qu'un vagin de femme, c'est 7 cm, on recadre un peu les choses. Et donc là, globalement les patients, on en opère 1 sur 10.
lorsqu'on a expliqué tout ça. En développant la chirurgie intime, la médecine a une part de responsabilité. Elle alimente cette quête de la performance sexuelle. Nombreux sont ceux qui cherchent à doper leur performance sexuelle. Pour cela, il existe un moyen simple et anonyme, Internet. Il suffit de faire une recherche en tapant problème d'érection ou aphrodisiaque et toute une série de remèdes miracles et autres poudres de parlimpinpin apparaît. Golden Root, Pornstar, Ultra Size, des produits au nom évocateur. Si l'on regarde de plus près, tous sont vendus comme des compléments alimentaires 100% naturels. À Toulouse, un laboratoire a pourtant décidé d'analyser de plus près toutes ces potions magiques. Si nous voulons analyser un de ces compléments alimentaires, donc on va prendre celui-ci qui s'appelle Ultra Size. Si vous regardez les ingrédients qu'il y a pour les gélules, vous trouvez uniquement des extraits de plantes. Par exemple ici, extrait de rhodiola, de cannelle, de ginseng, d'angélique. Donc nous, ce qu'on fait, en fait, on va analyser le contenu d'une gélule pour voir ce qu'il y a réellement et si effectivement la composition correspond bien à ce qui est indiqué, ou plus exactement, s'il n'y a pas de médicaments qui ont été rajoutés dans cette poudre. Et les résultats obtenus sont très surprenants. Sur les 165 compléments alimentaires analysés, 70% contiennent en réalité des médicaments comme le Viagra. Voilà, Rabab, ça c'est le dernier tube ici. Vous voyez qu'on retrouve les différents signaux d'un analogue du Viagra. Donc ça veut dire que le complément alimentaire que nous avons analysé tout à l'heure contient 2 analogues du Viagra, c'est-à-dire 2 composés dont la structure est très proche de celle du Viagra, mais qui n'ont jamais obtenu l'autorisation de mise sur le marché, donc pour lesquels il n'y a jamais eu d'études cliniques. Autrement dit, on ne connaît même pas les effets secondaires de ces molécules. Pourtant, les médicaments contre les troubles érectiles peuvent provoquer des chutes de tension très dangereuses, notamment pour les malades cardiaques. Prendre ces pilules sans ordonnance peut aussi créer une dépendance psychologique. Les jeunes en particulier ont souvent recours à ces remèdes pour vaincre leur peur. Quand vous avez débuté votre sexualité en prenant du Viagra, admettons, qu'est-ce que vous faites le jour où vous avez plus votre Viagra? Vous stressez, vous n'allez pas avoir d'érection, alors que vous avez 20 ans. Là, c'est un vrai problème, parce que là, il y a une dépendance psychologique qui va s'installer. Donc c'est là le danger. Les marchands d'orgasmes peu scrupuleux ont probablement de beaux jours devant eux, car pour certains, la peur de ne pas être performant est tellement forte qu'elle peut provoquer de réels troubles sexuels. Laurent est jardinier professionnel. À 49 ans, il se souvient encore parfaitement de ses premiers émois sexuels. Ma première relation sexuelle date d'il y a 3 ans à peu près. Donc il a fallu un long parcours pour passer de la première petite amie à avoir une relation sexuelle. Alors, relation sexuelle en entendant le fait d'avoir une pénétration et puis de pouvoir la reproduire. Depuis l'adolescence, Laurent souffre de troubles de l'érection. À chaque tentative, c'est la peur de l'échec. Ça s'apprend. Si au moment où on a une érection, où elle est un peu fragile, paf, le fait de penser qu'on a une érection, et ben, ça ne marche plus. Et puis avant de retrouver une autre, comme ça ne marche plus, que c'est un peu pénible et que ça met du temps, etc. Là, on se dit, là, il faut que j'y arrive. Concrètement, comme on dit vulgairement, je bande mou, quoi. C'est vraiment important parce que... En société, Laurent tait ses difficultés et s'invente une vie sexuelle. Mais il y a 3 ans, fatigué d'enchaîner les échecs amoureux, il décide de consulter une sexologue. Après que je vous ai vu la dernière fois, est-ce que vous avez eu d'autres rapports sexuels avec votre ami actuel et comment ça s'est passé? Oui, j'avais dû en avoir 1 ou 2. Effectivement, une fois, ça avait duré bien longtemps, je crois.
peut-être une vingtaine de minutes ou plus. Et j'ai failli avoir une éjaculation. En fait, là, j'étais vraiment pas loin de... Maintenant, c'est vrai que ça m'a fait bizarre. Je crois que c'était la première fois où j'avais vraiment le sentiment de lâcher prise complet. Là. Je ne pouvais pas faire autrement, là. Ouais. Quand on a ce genre d'angoisse qui bloque l'érection, ça peut bloquer aussi l'éjaculation. Hein, c'est très fréquent. Ce qui se passe normalement, habituellement, c'est que petit à petit, les érections reviennent. Vous avez de plus en plus confiance, donc ça s'améliore, c'est ce qui se passe. Puis il y a un moment où vous avez encore plus confiance et du coup vous lâchez prise et il y a une fois une éjaculation. Puis pas à chaque fois, souvent au début, puis petit à petit, de plus en plus souvent une éjaculation. Laurent souffre de ce qu'on appelle une angoisse de performance, mais il n'a aucun problème physiologique. Sa sexologue lui prescrit pourtant un médicament pour lui permettre d'avoir des rapports sexuels. Je suis rentré enfin dans la normalité, n'est-ce pas ? Et là, même si ça capote un peu, s'il y a des ratés dans le moteur, c'est bon. Là, je fais partie du lot commun. Donc là, j'ai plus besoin de paraître. Moi, je me dis souvent, les médicaments de l'érection, c'est un effet starter. C'est formidable parce que c'est de la psychothérapie en comprimé. Donc c'est rapide. Évidemment, il vaut mieux faire une thérapie si on a vraiment des angoisses. Mais une thérapie, c'est pas rien, c'est un investissement énorme. Donc c'est sûr que si on peut, en prenant 3 fois un médicament, reprendre confiance en soi, je me dis c'est quand même mieux que de faire une thérapie pendant 6 mois ou 1 an qui va pas forcément donner des résultats en plus. Est-ce que je peux lui faire une ordonnance aussi Un comprimé pour vaincre nos peurs et pour pouvoir mieux faire l'amour, l'idée a de quoi séduire le plus grand nombre. Et les laboratoires pharmaceutiques l'ont bien compris. La médicalisation de la sexualité est marquée par l'arrivée du Viagra en 1998. La petite pilule bleue devient rapidement un best-seller mondial. Puis, les cousins du Viagra font leur apparition. Cialis, Levitra, Spedra, les laboratoires exploitent le filon des troubles de l'érection. L'année dernière, un petit nouveau a vu le jour. Il s'agit cette fois du premier traitement contre l'éjaculation précoce, un médicament appelé le Privilégie. Si vous pensez être éjaculateur précoce, vous pouvez vous rendre sur le site internet de ce médicament. Là, des sexologues renommés vous suggèrent avec insistance d'aller consulter un médecin. C'est toujours difficile d'aborder un problème sexuel et pourtant c'est très utile de le faire. Tout problème, quand on en parle, devient plus léger. C'est moins lourd à supporter quand on a évoqué le problème. Cela ressemble à une campagne d'information, sauf qu'en réalité, l'ensemble de l'opération a été financé par les laboratoires Menarini, ceux qui fabriquent et vendent le nouveau traitement. Le nom du Privilégie n'apparaît à aucun moment, mais il s'agit bien d'une campagne de publicité déguisée, d'une opération visant à faire connaître le fameux médicament. Pour le PDG du laboratoire, la campagne permet surtout d'évoquer un sujet tabou. La personne qui est éjaculateur précoce, très souvent, va être considérée comme le mauvais coup. Donc, on sait très bien, nous on a eu beaucoup de discussions avec des experts, avec des gens qui voient des problèmes sexuels vraiment toute la journée et qui nous racontent des histoires, évidemment, de rupture, même de gens qui vivent très très mal cette situation. Puisqu'après, le réflexe, évidemment, est de ne plus vivre en couple et de se passer de relations de couple. Être un mauvais coup, un éjaculateur précoce, serait donc un trouble grave, nécessitant un traitement. Un problème de santé dont 1 homme sur 5 souffrirait. Mais au fait, comment définit-on un éjaculateur précoce ? La définition qu'il faut retenir, on est à peu près tous d'accord pour retenir la même. L'éjaculation prématurée, c'est une éjaculation intravaginale en moins d'1 minute qui survient 80% du temps et qui entraîne une souffrance psychologique. Donc quelqu'un qui a de temps en temps une éjaculation un peu rapide, on ne le considère pas comme potentiellement quelqu'un qui a besoin d'un traitement médical. Si l'on retient cette définition, les éjaculateurs précoces ne représentent plus que 5% des hommes. On n'a pas créé une maladie, mais on a modifié sa définition de façon à ce qu'elle puisse englober beaucoup plus d'hommes. Donc, et ça, évidemment, ça crée, alors pour des entreprises financières, ça montre qu'il y a un marché.
parce que ça concerne tout le monde. La sexualité, ça concerne tout le monde. C'est un des rares plaisirs de ce bas monde, avec l'alimentation. Au prix de 8 € le comprimé non remboursé, le Privilégi promet d'être rentable. Encore faut-il qu'il fasse ses preuves. Selon la revue médicale Prescrire, le médicament apporte finalement peu de progrès. Si l'on regarde les essais cliniques, seul 1 homme sur 3 a ressenti une amélioration légère. C'est peu, au vu des effets indésirables provoqués, notamment des troubles digestifs ou neuropsychiques. La balance bénéfice-risque serait même défavorable. Dans ces conditions, selon Prescrire, l'Union européenne aurait dû refuser l'autorisation de mise sur le marché, comme ce fut d'ailleurs le cas aux États-Unis. Pour la revue médicale, le médicament n'est donc pas la solution. Elle recommande plutôt une prise en charge psychologique. La prescription, c'est la solution de facilité pour le médecin généraliste qui dispose de 15 minutes pour une consultation et qui n'est pas formé à traiter les questions de sexualité et de troubles sexuels, de la même façon qu'il n'est pas formé pour répondre aux problèmes de santé mentale et qui surprescrivent des antidépresseurs plutôt que des anxiolytiques. La prise en charge des troubles sexuels représente donc un marché très prometteur et l'industrie pharmaceutique n'est pas la seule à s'en être rendu compte. Des médecins d'un genre nouveau ont décidé de se pencher sur notre intimité. On les appelle des sexologues. Désormais, le bien-être sexuel est devenu une spécialité médicale à part entière. La sexologie est née dans les années 70. Aujourd'hui, les sexologues se comptent par centaines. Docteur Catherine Solano, tout le monde le sait, vous êtes sexologue. Ces questions de panne du désir, finalement, sont un motif fréquent de consultation en sexologie. Oui, très fréquent. Très fréquent, et de la part d'hommes et de femmes. À la radio, à la télé, dans les magazines, les sexologues sont partout. C'est à se demander comment on faisait l'amour sans eux. Chez les filles. Alors, un homme va vous dire « je suis naturellement stimulé quand je vois les courbes féminines ». C'est prévu par la nature et ça provoque une réaction. Alors, bien sûr, pourtant, les autres sens cette discipline récente reste encore mystérieuse pour certains patients. Érotique, ou si vous entendez la voix de votre partenaire dans votre oreille, ben, ça peut vous stimuler le désir. Il y a des gens qui me disent « mais docteur, comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire ?» ils sont pas dans l'idée, au fond, j'ai un problème sexuel, je vais voir un sexologue, comme par exemple, j'ai des boutons, je vais voir un dermatologue. C'est pas pareil. Il y a quand même une grande peur. Qui vient de quoi? Qui vient du fait que le terme sexologue est trop vague et ne définit pas assez précisément aux yeux du patient ce qu'il va faire. Et il y a plein d'histoires, il y a plein de fantasmes, parce qu'il y a eu quand même des abus autour de ça. Il y a eu quand même aussi du charlatanisme. Je pense qu'il faut mettre les mots sans langue de bois. Mais aujourd'hui encore, on peut tomber sur de vrais farfelus. Sur Internet, c'est un vrai mélange des genres. Les vrais sexologues côtoient les pubs pour les sextoys, les masseurs tantriques et autres love coach. Il y a des gens qui s'auto-qualifient sexologues alors qu'ils n'ont absolument rien en tant que formation qui permet à un patient d'être relativement tranquille en allant les voir. Donc, pour moi, le terme sexologue, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors que, par exemple, un type qui fait de la médecine et qui est qualifié dans la prise en charge des pathologies sexuelles, eh bien, il devrait avoir un nom qui est différent de celui, par exemple, qui va travailler, je ne sais pas moi, pour avoir plus d'épanouissement sur le tantrisme ou sur la méditation ou je ne sais pas quoi. Je pense que c'est pas la même profession. Mais la notion de santé sexuelle est encore très récente. Jusque dans les années 80, la médecine ne s'occupait que de contraception ou de maladies sexuellement transmissibles. Désormais, elle a décidé de prendre en charge le bien-être sexuel, jusqu'à réaliser un fantasme impensable il y a encore quelques années, faire l'amour jusqu'à la fin de ses jours.
Le docteur Galliano est sans cesse confronté à ce type de demande. Ce matin, il reçoit Philippe, âgé de 85 ans. Depuis quelques mois, Philippe souffre de problèmes d'érection. Pour la première fois, il ose en parler à un médecin. Au niveau du cœur, j'ai eu un pontage en 1983. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Ce qui m'amène chez vous, c'est que je me trouve dans une incapacité, pour ne pas parler d'invalidité, au niveau sexuel. Je suis marié depuis 49 ans dans quelques semaines. J'ai un couple tout à fait normal, équilibré, hormis cette frustration. Bon, donc petit à petit, ça génère, sinon des conflits, tout au moins quelques regrets. Quelques regrets, quelques tensions. Voilà. Et ces troubles de la sexualité, ils se présentent sous quelle forme? C'est essentiellement un problème d'érection ou c'est un problème d'envie, ou les deux? Moi, je crois que c'est lié prioritairement au problème d'érection, puisque si dans l'esprit j'aimerais bien, je réalise que ça ne démarre pas tout seul. Eh ben, vous avez supporté les Comme Philippe, la moitié des hommes de plus de 60 ans connaît des pannes sexuelles. Le médecin va donc lui prescrire un médicament pour favoriser l'érection. Pas lié à ce déficit-là. Le traitement médical aujourd'hui, il n'est pas là pour surperformer, il est juste là pour vous apporter une aide. Donc si vous avez envie d'une érection qui vous permette une pénétration, un acte sexuel qui permette d'avoir un orgasme pour votre épouse et pour vous-même, c'est le but du traitement. C'est simplement de retrouver un échange... Une vie de couple normale, je qualifierais. Exactement. Car ces troubles de l'érection ont des répercussions sur le couple de Philippe. À 85 ans, il n'imagine pas sa vie sans sexualité. En tous les cas, on va dire un peu plus rigide et qui va durer un peu plus longtemps. Je conçois que ça n'est plus d'une importance équivalente à ce qu'elle était il y a 20 ans, par exemple, mais je considère qu'elle est toujours d'une nécessité totale dans la vie normale d'un couple. C'est mon épouse, et que je sais qu'elle est frustrée, surtout qu'elle a 12 ans de moins que moi quand même. Alors, elle a le droit d'avoir des désirs qui sont moins prononcés chez moi. Physiquement, j'en souffre pas. Psychologiquement, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça me rend malheureux. Avec l'allongement de la durée de vie, les médecins sont confrontés à un nouveau défi, permettre à des seniors toujours plus en forme de continuer à avoir une sexualité épanouie. De façon ponctuelle, hein. Je pense que c'est là la meilleure option. Paul a 77 ans. Depuis qu'il a arrêté de travailler il y a plus de 10 ans, cet ancien architecte passe son temps à bricoler et à voyager avec son épouse. Mais sa retraite lui réserve aussi une surprise beaucoup moins agréable. Je me suis aperçu que j'avais une baisse sensible de ma sexualité et donc je souhaitais pas que ça se termine comme ça rapidement, quoi. Moi, j'ai compris tout de suite, mais c'était pas dramatique, hein, que bon, les pannes, ça arrive, chez beaucoup de personnes. Plus on vieillit et on entend les hommes qui blaguent avec leurs pannes, pourquoi pas, hein. Donc, j'ai jamais dramatisé et j'ai jamais culpabilisé, entre autres, Paul pour ça. Paul découvre alors qu'il souffre d'andropause, un phénomène identique à celui de la ménopause chez la femme. Avec l'âge, le taux d'hormones masculines baisse, ce qui entraîne des problèmes de libido et d'érection. Pour stimuler son désir, Paul reçoit depuis 4 ans des injections de testostérone. Aujourd'hui, on a des médicaments qui marchent bien, qui ont peu d'effets secondaires. Donc pourquoi à un moment donné se dire vous êtes âgé, plus de sexualité pour vous. Vous avez plus de dents, vous mangez plus. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que la sexualité, c'est pas un plus. La sexualité fait partie de la vie. Donc tant qu'on vit, on peut avoir une vie sexuelle, je pense, épanouie. C'est quand même agréable. Je vois pas pourquoi se priver du plaisir quand on peut l'avoir, hein.
Mais bon, et je pense que ce traitement lui a apporté beaucoup. Mais en sachant que, bon, au-delà de 80 ans, je ne sais pas si la sexualité existe encore. Bon, aussi bien de mon côté que du sien, je ne sais pas. On verra. On verra dans 2 ans. On verra. Non, c'est vrai que dans 2 ans, il ne faut pas que je parle de 80 ans, parce que c'est bientôt pour toi. Des seniors dopés à la testostérone capables de faire l'amour jusqu'à 90 ans et plus, la médecine nous permet de repousser nos limites. Désormais, le bien-être ne peut plus se concevoir sans une sexualité épanouie, et les professionnels de la santé l'ont bien compris. De là à imaginer une vie sexuelle totalement assistée avec des pilules pour les érections de monsieur et d'autres pour la libido de madame, il n'y a qu'un pas. Peu à peu, la médecine s'est immiscée dans notre intimité, pour le meilleur et pour le pire. C'est déjà la fin de cette émission. La semaine prochaine, nous quittons le monde de la santé pour celui de la consommation et nous nous intéresserons à un aliment indispensable à votre quotidien, l'œuf. Alors l'œuf, c'est un aliment tout à fait intéressant pour la santé, hein, déjà pour son apport en protéines. Ça fait partie de notre quotidien, on mange tout le temps des œufs. Les gens qui sont motivés par le prix, ils se fichent de savoir dans quelles conditions élever la poule. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir un œuf, de la protéine pas chère. D'ici là, continuez à vous informer avec la RTBF, bien évidemment. Tout de suite sur la une, un documentaire intitulé « Cancer, la piste oubliée ».